Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également très heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil sous le thème « Désir du monde ». En tant que professionnel du livre et de l'enfance, je vous rappelle qu'il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour venir nous rendre visite en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons très nombreux. Merci beaucoup de vous être connectés à ce nouveau webinaire dans l'atelier de Henri Galeron proposé par les grandes personnes. Je vais donc naturellement céder la place à Henri Galeron ainsi qu'à Brigitte Morel pour cet échange. Je vous rappelle que vous pourrez leur poser des questions tout au long de ce webinaire. Vous avez un petit onglet Q&R en bas de votre écran. Il suffit de vous répondre. Bon échange. Bonjour à tous. Henri Galeron nous accueille aujourd'hui dans son atelier. Donc bonjour Henri et merci de nous accueillir dans ton bel atelier à Montrouge. Donc nous avons décidé aujourd'hui en fait de faire un petit tour de la carrière d'Henri qui est tout à fait passionnante. Donc Henri, je te laisse la parole. Alors raconte-nous comment tout ça est arrivé. Voilà, tout commence très mal par des études secondaires catastrophiques. Et mon père, qui était entrepreneur de maçonnerie, me dit, bon, il y a 2 solutions pour toi. Soit tu viens travailler à l'entreprise familiale comme manœuvre, soit je te laisse la possibilité d'étudier dans une école d'art. Alors évidemment, j'ai choisi la deuxième solution, parce que les sacs de plâtre, les sacs de ciment, c'est très lourd à porter. Et voilà, donc j'ai passé le concours d'entrée aux Beaux-Arts, c'était les Beaux-Arts de Marseille, qui offraient à cette époque-là beaucoup plus de disciplines que d'autres écoles plus petites, celle de Nîmes, comme celle de Nîmes ou d'Avignon. Et on pouvait, à l'issue de 3 années, où on passait un certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure, préparer une spécialisation, donc sur 2 années. Et j'ai choisi donc de faire de la décoration parce qu'un professeur était plus intéressant que d'autres et que j'ai voulu suivre. Voilà, à l'issue de ces 5 années aux Beaux-Arts, j'ai eu un diplôme national qui n'offrait rien d'autre que la possibilité d'enseigner le dessin dans un lycée ou un collège. Voilà, c'est pas l'option que j'ai choisie. Je voulais travailler tout de suite pour devenir indépendant. Donc, je suis rentré dans une petite maison d'édition et de publicité à Marseille, où je suis resté quelques années. Et puis, j'avais pas l'opportunité de dessiner. C'est quand même ce que j'avais envie de faire. Donc, à l'issue de ces quelques années, je suis parti à Paris. Donc ça, c'était en 1967, à la fin de l'année. Et en 68, j'ai eu l'opportunité de rentrer aux éditions Fernand Nathan, qui allaient développer leur département de jeux éducatifs. Jusque-là, ils fabriquaient du matériel didactique pour les écoles. Là, ils avaient envie de faire des jeux éducatifs et des jeux de société. Mais tu dessinais déjà beaucoup à l'époque ou oui, enfin de temps en temps, mais je dessinais pas assez, c'est pour ça que j'avais envie de dessiner plus. Voilà, donc j'ai tenté l'expérience de monter à Paris, comme on disait. Et voilà, et donc j'ai pu rentrer assez vite, donc au début de l'année 68 aux éditions Nathan. Et donc, pour dessiner des jeux. Alors, Henri va nous montrer nous a sorti tous ses secrets pour aujourd'hui. Alors là, attention. J'ai un exemple des jeux que l'on dessinait à l'époque. C'est un plan de jeu. D'accord, un jeu de loi donc, que toi, tu as dessiné. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Un exemple des jeux que je faisais chez Nathan. Bon, mais petit à petit, le service s'est étoffé. Moi, j'étais
devenu responsable de l'atelier du studio de dessin. Et nous étions une dizaine de personnes et finalement, je n'avais plus qu'un travail administratif de réunion en réunion et là encore, je ne dessinais plus. Donc, j'avais dans l'idée de devenir indépendant et pour ça, j'ai pris certains contacts et on était abonné à une revue graphique qui s'appelait Graphis, une revue suisse. Et sur la 4e couverture du numéro 131, il y avait une publicité des éditions Arlene Quist aux États-Unis et quelques livres qui étaient édités en France aussi. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et il faut absolument que je contacte cette personne. Donc, la première personne que j'ai contactée, c'est François Ruvidal, qui était associé d'Arlene Quist, avec une adresse qui était 54 rue de Montreuil. Et je m'en souviens très bien parce qu'on était plusieurs à essayer de le contacter. Il y avait Patrick Couratin, il y avait d'autres personnes encore. Parce que vous lisiez tous la même revue, tu crois, à l'époque ou C'était la revue principale. Bien sûr. On parlait de l'illustration et des arts graphiques. Voilà, donc j'ai fini par contacter François Ruvidal, on a pris rendez-vous et il y avait un projet en cours à cette époque-là qui était un livre collectif, qui est celui-ci, Le géranium sur la fenêtre vient de mourir, mais toi, maîtresse, tu ne t'en es pas aperçu. Donc, il y avait un texte écrit déjà. Et François Ruvidal a demandé à chacun d'entre nous, on était sans doute une bonne vingtaine, je pense, de donner et de traduire par le dessin nos impressions de ces premières années de classe primaire. Voilà, donc la première illustration, c'est celle-ci. Elle est marquée là. Voilà. Voilà le premier travail fait pour Arlene Quist. Oui, là quand même on est bien dans les années 70, hein, c'est voilà. au niveau du dessin. Donc voilà, les enfants comme des animaux et la maîtresse comme une dompteuse. Voilà, à la suite de ça, donc François Ruvidal me dit que Arlene Quist viendra à la foire de Francfort. Alors ça, c'était en 1971. Et je me débrouille de pouvoir aller à Francfort avec l'aide d'Arlene Quist. Et Arlene Quist, qui avait déjà vu donc cette illustration, à ce moment-là, me dit j'ai un texte pour vous et il s'agit du kidnapping de la cafetière. Le texte n'était pas traduit, il me l'a envoyé quelque temps après. Je l'ai traduit. Et voilà. Ce livre est sorti quelques années après. Là, donc je parle de 71, il est sorti en 74. Voilà. Et en même temps, donc, j'ai fait également avec Ruvidal, qui venait de se séparer d'Arlene Quist et qui dirigeait le département jeunesse chez Grasset. J'ai fait ce livre-là sur le cirque, avec, en faisant un certain nombre d'images sur le cirque, et un auteur est intervenu après pour écrire le texte sur les images. Oui, c'est une espèce de travail à l'envers, en fait, qu'on fait rarement dans l'édition aujourd'hui, hein, de partir d'images. Ça peut encore exister. Mais voilà. Alors, les choses se bousculaient un petit peu à cette époque-là, puisque François Ruvidal m'avait fait rencontrer Massin chez Gallimard. En 72, c'est le début de la collection Folio chez Gallimard. Tous les titres que Gallimard avait en collaboration avec Hachette pour le livre de poche ont été repris dans la maison Gallimard, et c'est là qu'est apparue la collection Folio, pour laquelle Massin était directeur artistique, et c'est lui qui a créé l'image
Alors moi, ce que j'ai lu en maquette. fait, oui, sur cette collection, donc qui a été créée en 72, au moment où Gallimard s'est séparé d'Hachette, c'est qu'en fait, Massin dit que pour cette collection, il fallait qu'il fasse, je crois, 25 couvertures. Il avait calculé qu'il fallait qu'il sorte 25 couvertures par mois pendant 2 ans pour pouvoir monter cette collection de poches. Donc c'était un énorme travail. Et qu'à l'époque, il recevait les illustrateurs tous les mardis après-midi. Henri, alors est-ce que toi, tu as rencontré Massin un mardi après-midi au moment où il rencontrait les illustrateurs? Non, moi, je n'avais pas de jour fixe. je passais quand j'avais le temps parce que les choses se bousculant, j'avais énormément de travail. Donc, quand une illustration était finie, je passais chez Gallimard. Il y avait toujours un moment où Massin pouvait me recevoir et même les rendez-vous duraient beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'on parlait de plein de choses. Et donc, tu as quand même illustré énormément de littérature, de textes de littérature française qui sont vraiment des grands classiques. Je crois que tout le monde a forcément lu des folios que tu as. 200 ou 300 de couvertures folio. Alors bon, toutes ne sont pas formidables, mais c'était le principal de mon travail à cette époque-là, en même temps que de temps en temps un livre, un album jeunesse, également pour Armin Quist. Et donc, ce que tu m'as dit aussi, c'est que dans le bureau à côté de celui de Massin, chez Gallimard, il y avait qui? Alors, à côté, il y avait Pierre Marchand. Quelques années après, parce que moi j'ai contacté Pierre Marchand par l'intermédiaire de Massin en 1976. Et c'est l'année où il a lancé la collection Folio Junior, pour laquelle j'ai travaillé pour les 12 premiers titres de la collection. C'était L'Appel de la forêt. Oui, parce qu'on peut rappeler que Gallimard Jeunesse vient de fêter ses 50 ans. Aussi, un peu comme Folio, en fait. Donc, créé en 72. 72. Et donc, créé par Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron en 72. Et Jean-Olivier Héron qui a fait toutes les maquettes de tous leurs projets de collection. Voilà. Et donc, ça a été quand même une collaboration, j'imagine, très forte, puisque tu es au début de la collection Folio, tu es au début de Gallimard Jeunesse. Il y a évidemment, il y a toutes les collections dans Folio Junior, il y a Mille Soleils, il y a Enfant-Image, il y a les grands textes illustrés, il y a Découvertes, il y a les premières découvertes. Enfin, il y avait une idée par semaine. Et un projet tous les 15 jours. Donc, c'était une période très excitante et vraiment avec Pierre Marchand qui était devenu un ami, c'était vraiment quelque chose de formidable cette époque-là. Voilà, donc ça ne m'empêchait pas en même temps d'être contacté par d'autres personnes et en particulier par Philippe Gavardin qui dirigeait les collections Chevance, c'était des 45 tours pour la jeunesse, donc des 45 tours, il y avait Chantefable et Chantefleur de Robert Desnos, il y avait Les Erreurs de Jean Tardieu, il y avait les disques de Steve Waring avec La Baleine Bleue, Les Grenouilles, etc. Enfin, des disques qui ont marqué leur époque aussi. Donc, je travaillais beaucoup pour cette collection. Je faisais les maquettes également pour les pochettes. Et puis, par la suite, Philippe Gavardin est devenu directeur du Chant du Monde. Donc, j'ai travaillé pour les collections de toute la musique russe, donc des CD et également des vinyles, et aussi la grande collection sur le flamenco. Voilà, tout ça, c'était en même temps que Folio, que les albums pour Quist, que... Voilà, toutes ces choses-là. Je crois qu'il y a une collection qui a aussi pas mal marqué les esprits, même si elle n'a pas duré très longtemps, c'est la collection Enfant-Image. Enfant-Image, oui. Oui, c'est une collection pour laquelle on a eu un grand plaisir de travailler, puisque c'était sur des grands auteurs et beaucoup de grands auteurs Gallimard aussi, mais par exemple, il y a eu le Pont de Kafka. Il y a eu… Le Clésio, Voyage au pays des arbres. Voyage au pays des arbres de Le Clésio. Le Clésio a écrit ce texte spécialement pour la collection, comme d'autres auteurs, d'ailleurs Michel Fournier aussi. Voilà, ça c'est un album.
C'est le doigt magique de Roald Dahl. Voilà, et donc dans cette collection, il y avait aussi bien des reprises de textes classiques, en fait, que des créations ou des traductions. Là, je vois qu'il y a, je me permets de montrer un Lewis Carroll aussi que tu as illustré, Voilà. Lettre d'anniversaire. Et il y a La pêche à la baleine de Prévert. Il y a des reflets, je ne vois pas. Non, c'est très bien. Voilà. Voilà. Ouais, donc ça, c'est une collection qui a duré 5 ans, en fait, je crois de 78 à 82-83. Et pourquoi elle s'est arrêtée d'ailleurs, cette collection? Je n'ai pas trop réussi à… Je ne sais pas, parce que tous les titres ne marchaient pas également, ne se vendaient pas autant les uns que les autres. Et donc, il y a certains titres qui ont été repris, mais dans une autre collection. C'était des grands textes qui étaient destinés pas aux tout petits, et la forme était une présentation pour les petits, justement, sous forme de petits albums. Et voilà, donc je ne sais pas, enfin, c'est Gallimard qui ont décidé de faire ça en livre de poche. Donc ils ont créé des collections spéciales pour ces livres-là. C'était Folio Cadet. Je crois qu'il y a une autre, en tout cas, moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est de voir que dans cette collection, naturellement, toi, tu en as illustré vraiment un certain nombre, mais on retrouve aussi Georges Lemoine, Nicole Claveloux, Patrick Couratin, bien sûr, Claude Lapointe, Quélec, Nicolet, et puis Étienne de Lesser aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment toute une génération d'illustrateurs qui sont restés, je pense, chers dans nos cœurs à tous, qui font vraiment partie de notre histoire. Voilà, donc je trouvais ça bien d'insister un petit peu. Et donc la naissance de cette collection correspond aussi à la fin des éditions Arlingquist, puisqu'il s'est arrêté en 78 et que les collections Enfant-Image sont nées en 78 également. Donc Pierre Marchand a récupéré un petit peu tous les gens qui avaient travaillé pour Arlingquist. Il y avait un staff là qui était disponible. Et prêt à tout. Voilà. Et puis quand même aussi, après, je vois, il y a eu aussi une collection très importante chez Gallimard Jeunesse. C'est la collection Première Découverte, dont tu as fait parmi aussi les premiers titres. Voilà, les Premières Découvertes, et donc qui étaient des livres documentaires. Alors, où sont-ils? Ah, il y en a un ici. Voilà, donc voilà le premier livre. Voilà, Le chat, le cheval. Voilà, ce sont aussi des ouvrages vraiment que tout le monde… D'autres titres ont suivi, mais c'est une collection qui a extrêmement bien marché, qui s'est vendue dans un maximum de pays et qui m'a permis de vivre pendant plusieurs années tranquillement, donc en choisissant les travaux que je faisais à côté. Voilà, ça m'a été très, très utile et c'était vraiment formidable. Mais c'était une très belle collection pour les petits. C'est une belle collection pour les petits, c'est vrai. J'ai un peu souffert quand même parce que je préfère faire des ouvrages de fiction plutôt que du documentaire, mais on apprend toujours, donc on se perfectionne en faisant ça aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que là, on est loin des dessins que tu as fait au début, en fait, qui sont quand même souvent aussi d'inspiration un peu surréaliste, un peu… voilà, là, on était vraiment dans le documentaire brut, mais tu veux nous présenter aussi notre ouvrage? En même temps que le début de ces collections chez Gallimard, chez Enfant-Image, la fin donc des éditions Arlingquist, et le dernier livre que j'ai fait pour lui en 78. Alors, il reviendra en 98, 20 ans après, et ce sera l'objet d'un autre livre. Voilà, L'oubli de Noé. Donc, ce sont les créatures que Noé n'a pas voulu emmener sur son arche. Donc, on peut imaginer toutes sortes de créatures, puisqu'on ne les connaît pas, donc tout est pour l'imagination. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre collaboration aussi qui a été importante pour toi. Une collaboration importante, c'est Okapi. Moi, je travaillais pour Bayard Presse, pour les différents journaux, pour Dapi, Astrapi, etc. Et Okapi, donc avec un rédacteur en chef qui s'appelait Claude Raison.
et un directeur artistique qui s'appelait Jean Parmentier. Bon, c'était pas toujours très, très heureux ce que je faisais à cette époque-là. Et puis, Patrick Couratin est devenu directeur artistique donc, du journal Okapi. Et là a commencé une collaboration qui a duré également plusieurs années, où j'ai fait beaucoup de couvertures, beaucoup d'illustrations d'univers, de dossiers intérieurs. Alors voilà, un journal, un Okapi sur Laurel et Hardy, et un autre sur les animaux migrateurs, donc les tortues, etc. Voilà, 2 exemples de la revue Okapi. Et puis aussi peut-être, on peut dire quand même aussi quelques mots sur ta collaboration avec François David. Alors après, tout de suite après, ça doit être ça en 95 ou 96, la rencontre avec François David, qui a créé les éditions Motus. Et le premier livre que j'ai fait sur un texte de lui, qui est paru chez Bayer Press, Une petite flamme dans la nuit. C'est un récit qui se passe dans les camps de concentration. Et voilà, donc la première collaboration avec François David. Par la suite, donc, j'ai travaillé pour sa maison, pour Motus, et voilà le premier livre fait chez Motus, c'est Nasreddin Hoja, un drôle d'idiot. Des récits traditionnels qui ont cours dans tout le Moyen-Orient, mais aussi dans le Maghreb, et voilà, et donc voilà des illustrations intérieures. Voilà. Donc ça aussi, ça a été plusieurs années de collaboration. Alors là oui, c'est le début d'une collaboration qui dure encore d'ailleurs avec François David, qui n'est plus directeur des éditions Motus, mais qui participe encore en tant que directeur littéraire. Qui écrit toujours des textes aussi. Voilà. En même temps, donc, des commandes pour la poste. Voilà ici une planche de timbre. C'est le voyage d'une lettre. Alors ça, c'est en 97. C'est les premiers timbres qui m'ont été demandés par la poste, et par la suite, jusqu'à maintenant, il y a eu également d'autres planches de timbres, des carnets de 12, 6 timbres. Oui, Henri, donc on colle tes images sur des enveloppes et puis on les voit aussi dans la rue parce que tu as quand même fait des affiches. Oui. Alors, ce qui était très important, c'est que lorsqu'on fait des timbres, on est appelé maître. Lorsqu'on va signer les timbres au salon philatélique, on vous donne du maître. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait des timbres aussi. Voilà. Maître Henri, très bien. Alors, là, on avance très vite. On est en 98. Donc, Quist revient, c'est le retour. Et il réédite un certain nombre de livres et il me demande d'illustrer un nouveau texte, un texte de Daniel Mermet qui s'appelle L'île du droit à la caresse, c'est sur le modèle du Jabberwocky de Lewis Carroll. Donc là, c'est un très beau livre et puis qu'on rééditera aussi plus tard voilà, au Seuil Jeunesse. Qui a été réédité chez Panama. Ah, chez Panama, tu as raison, chez Panama. Voilà. Donc, voilà, suit des collaborations avec Ernest Quist. Je vous montre ces livres parce qu'ils ont été marquants pour moi, parce que c'est le début d'une collaboration avec l'auteur qui s'appelle Michel Beignet, et ce sont des poèmes écrits sur le rythme du rap, avec le rap des rats, et avec Mes poules parlent. Voilà, des poèmes donc sur les poules. Parce que ce poète-là, qui a été professeur dans une première partie de sa vie et qui est écrivain maintenant, a aussi des poules et des lapins dans son jardin, donc il connaît bien le sujet. Voilà. Voilà, donc Patrick Couratin coédité des livres chez Le Seuil, et voilà le livre que j'ai fait avec lui, où
on s'est amusé, d'ailleurs c'est un travail à trois, à faire des grimaces à tour de rôle avec Patrick et Jean Tolance, le photographe, nous photographier. Patrick retouchait les images sur ordinateur et puis moi j'apportais la touche finale en réalisant les dessins à la peinture et en les modifiant encore un peu. Voilà, donc on s'est bien marré. Parce que le livre n'a peut-être pas eu beaucoup de succès. Le titre de ce livre? Alors, le titre, il est au dos. Voilà, Comment chasser un monstre, fastoche. C'est Marie-Ange Guillaume qui a écrit le texte. La couverture est magnifique, en tout cas. Voilà. Donc, après le seuil, les éditions du Panama. Voilà, où je rencontre Brigitte. Bon, c'était rencontré au seuil déjà, on avait travaillé au seuil. Ouais. Peut-être un peu plus de loin, en fait. Oui, tout à fait. Je n'ai pas le souvenir qu'on soit bien connu à ce moment-là. Non, c'est vrai, c'est plus chez Panama. Oui, alors. Voilà. L'homme qui voulait apprendre à marcher au poisson, là, j'ai apporté cette idée à partir d'Edward Lear, des nonsense d'Edward Lear et des poèmes qu'on appelle des limericks. Voilà. Un très beau livre, donc édité aussi par Patrick Couratin, avec une maquette, une très belle maquette. Voilà, des illustrations. Très chic, et des belles illustrations. Voilà. Et puis, on arrive à notre collaboration. Exactement, donc chez les grandes personnes. Chez les grandes personnes. Et voilà, le premier livre, donc, c'est Le Chercheur. Sur un texte de Bernard Azimut. Alors, Bernard Azimut, qui est un one-man show et qui joue ce texte sur scène. Voilà, et donc que Patrick Couratin me l'a proposé, et parmi d'autres textes, j'ai choisi celui-là. C'est un livre tout à fait intéressant. Ouais, tout à fait extraordinaire, puisque donc quand on l'ouvre, quand même, je l'ouvre pour ceux qui ne le connaissent pas, vous voyez les pages, le format du livre, donc c'est absolument immense. Voilà, c'est un livre qui a très bien fonctionné quand il est sorti. Là, on vient de le rééditer, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà, c'est très drôle. C'est donc. C'est une sorte de panoramique qui continue sur toutes les pages. D'ailleurs, les planches originales, on peut les mettre les unes à côté des autres, comme ça, et avoir un linéaire de plusieurs mètres. Le livre lui-même fait, je ne sais pas, il fait combien, 40 cm. 40 cm. Voilà, il y a eu Monsieur également, alors qui a vu le jour, lui, chez Panama. Qui a vu le jour chez Panama et qui a été réédité. Et qui est constamment réédité. Voilà, qui vient d'être réédité aussi un très beau texte de Marie-Ange Guillaume. Donc là, c'est vraiment aussi des livres qui sont tout publics, qui ne s'adressent pas forcément à l'enfance. Voilà. Alors, on ne vous montre pas tout, mais quand même, il y a l'abécédaire qui a compté, parce que j'ai travaillé longtemps là-dessus. Et j'étais un peu découragé même au début, mais à la fin, je n'ai pas eu le regret de le faire. Donc en fait, cet abécédaire, il est né aussi de ta volonté à toi. Voilà. On retrouve des dessins de ton petit-fils dans ce livre. Ah oui, alors mon petit-fils, ça même, je vais vous montrer ça. Parce que, voilà, il a refait la couverture de son côté. Voilà. Voilà, on est arrivé un petit peu au bout de tout ce que je voulais vous montrer. Peut-être je peux signaler autre chose. En 2013, on m'a demandé de concevoir les costumes et les décors pour un opéra, L'Enfant et les sortilèges de Ravel et sur un livre de Colette, pour l'opéra du Capitole à Toulouse. Voilà, donc là, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais c'est un travail que je n'avais jamais fait et
qui m'a apporté vraiment beaucoup d'expérience et beaucoup de plaisir. Voilà, bon. Peut-être que le dernier livre aussi qu'on a publié ensemble, L'Arche que Noé a bâti. Alors, L'Arche que Noé a bâti. Voilà, je pense que c'est un livre aussi qui a eu beaucoup de succès. Il vient de sortir, mais… Non, mais voilà. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous voyez, à l'intérieur, chaque volet découvre une nouvelle illustration et un texte à rallonge. Voilà. Alors cela, Noé a bien voulu les emmener sur son arche, à la différence de ceux qu'il a voulu oublier, que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà, bon… Peut-être, Henri, peux-tu nous dire aussi 2 mots sur ta technique, puisque là, tu es vraiment à ta table de travail, en fait. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux nous montrer quelques outils, parce que tu travailles au crayon de couleur. Oui, alors moi, je ne travaille pas en ce moment, bien sûr, comme vous pouvez vous en apercevoir, mais les techniques que j'utilise surtout en ce moment, après en avoir essayé et utilisé plusieurs, que ce soit le crayon de couleur, que ce soit l'aquarelle, la plume. Maintenant, c'est surtout l'acrylique, utilisé un petit peu comme de l'aquarelle, ce qui me permet également de revenir en épaisseur par-dessus, si j'en éprouve le besoin. Et voilà, donc les outils, ce sont les crayons, ce sont les gommes, ce sont les pinceaux, ce sont les tubes, les tubes d'acrylique. Donc là, Henri vient d'ouvrir un tiroir qui est plein de tubes d'acrylique. Il y a plusieurs tiroirs. Un meuble entier même. Il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Vous n'avez rien vu, mais j'ai ouvert les tiroirs. Voilà, mais que vous dire encore sinon… Sur le livre sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, parce que tu es en train de préparer un nouveau livre. Oui, il y a un nouveau livre qui se prépare sur des monstres, donc des monstres imaginaires. Et voilà, alors là, je vais utiliser une technique particulière parce que je peux vous montrer une maquette ici. Voilà, on voit quelque chose. On voit tout à fait très bien. Alors là, en fait, ce qu'Henri est en train de vous montrer, c'est ce qu'il me montre à moi quand il vient me voir au bureau pour me présenter un projet. En fait, il fait des espèces de mini petites maquettes comme ça. Et donc là, vous l'aurez bien compris, le livre est coupé en 2 au milieu. Et donc, on va pouvoir associer tous ces monstres devant, derrière. Et ils sont vraiment tout à fait truculents. Et… Donc, pour que tous ces monstres se raccordent, quel que soit le volet que l'on ouvre ou que l'on ferme, il faut une couleur unique au centre. Et donc, j'ai préparé toutes les planches. Déjà, les dessins sont tous faits de façon à passer une couleur unique au départ, qui me permettra après d'apporter d'autres couleurs. Voilà, un dessin au crayon, c'est difficile de… On ne voit pas grand-chose. Hein, là. On voit quand même un petit peu, Henri. On voit un peu ? Ouais. Donc là, Henri a préparé toutes ces planches, en fait, a déjà crayonné, en fait, tous ces dessins. De façon à pouvoir les traiter toutes en même temps, par la suite. Donc ça, c'est un livre qui va sortir… 2024, je pense. 2024. Oui, tout à fait. Et là, il y a un livre qui va sortir pour Motus en 2023, qui est terminé pour moi, qui va être imprimé bientôt. Voilà. Et c'est un livre sur quoi ? Ça s'appelle Le mime Osa. Le mime, un mime, hein, quelqu'un qui fait des gestes comme ça, et le mime qui ose, le mime osa. Et alors tout le livre est bâti sur ce genre de jeu de mots. Il est écrit par François David. D'accord, et ça va sortir chez Motus aussi. Ça va sortir chez Motus, et c'est pour fêter un peu les 30 ans de la maison d'édition. D'accord. Voilà. Très bien.
Sinon, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que les fans d'Henri pourront le retrouver naturellement au Salon de Montreuil, où il viendra dédicacer le samedi 3 décembre de 14h à 16h. Et puis, Henri aussi, ce qui est formidable, c'est que tu vas voir quand même une exposition à la librairie Galerie Métamorphose à partir du 1er décembre, où vont être exposées beaucoup de tes couvertures de folio, en fait. Hein, c'est des couvertures, des dessins que tu as fait entre 1974 et 2017. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand même qui est important, une exposition importante. D'autres images aussi, des affiches, des illustrations pour des magazines, enfin beaucoup de couvertures essentiellement. Voilà. Donc ça, ce sera du 1er décembre jusqu'au 7 janvier. Au 7 janvier, donc à la librairie Galerie Métamorphose, 17 rue Jacob à Paris dans le 6e. Donc ça aussi, on a hâte de voir parce que c'est vrai que ces folios, on les a tous eu entre les mains et là, enfin, on va pouvoir découvrir tes dessins originaux. Parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais fait plus de 500 couvertures en fait pour Gallimard entre les folios. Oui, dans les différentes collections. Ouais. Toutes collections confondues. Un beau travail, un beau travail. Alors, naturellement, on était à toute allure. Donc, il est 15h05. On aurait encore 10 minutes à passer ensemble. Peut-être, je ne sais pas si on peut revenir à vous présenter un livre qu'on aurait oublié. Ou on serait allé un petit peu vite. Alors là, on est en train de regarder. Ah, moi, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, celui-là, on ne vous l'a pas montré. C'est un livre fait avec Arlene Twist, je crois que c'est en 1976. Alors, oui, ça, c'est la version américaine. Murphy, Molly, Max and Me. Et qui est devenu Murphy, Molly, Max et moi. Voilà. Et donc, alors c'est aussi sur l'enseignement. Donc, il y a un chien bleu, une chaussette verte et une grenouille rouge. Voilà. Et donc, ce sont les aventures de ces trois créatures et qu'un petit garçon aime bien et qu'il présente à sa maîtresse, mais la maîtresse dit que ce n'est pas possible d'avoir un chien bleu, d'avoir une grenouille rouge, et donc cet enfant a trop d'imagination. Voilà, donc trop d'imagination, il ne faut pas avoir trop d'imagination. Voilà. Voilà, la maîtresse n'est pas très charmante. Hein. Voilà, j'ai pas. Voilà, pour celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? On peut montrer aussi peut-être certaines planches de l'abécédaire. Tout à fait, l'abécédaire qui a aussi une histoire un petit peu spécifique, en fait, la façon dont tu l'as conçue. Voilà une planche. Bien sûr, chaque objet, chaque animal, chaque personnage commence par la lettre T, là, pour cette planche-là, et ainsi de suite pour les 26 lettres de l'alphabet. Et donc, pour réaliser ce livre, en fait, tu t'es inspiré vraiment d'un vieux dictionnaire Larousse. Voilà. Et alors, un dictionnaire Larousse que j'ai ici. Bravo, Henri. Voilà. Et donc, les entrées de lettres. Je vais pas retrouver ça. Mais si tu retrouves. Voilà. Voilà, donc les dictionnaires, en fait… Voilà, pour la lettre C, vous voyez. Alors, on a perdu la connexion avec Brigitte Morel et Henri Galleron. Notre rencontre touche à sa fin. On va voir si on arrive à les récupérer. D'ici là, je vous rappelle qu'ils seront
que Henri Galeron sera en dédicace samedi après-midi à 17 h au salon, que vous pouvez venir retrouver le stand des grandes personnes. Ils seront au stand K17 pour vous accueillir. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne sais pas si on arrive à retrouver Brigitte et Henri. On va attendre un petit moment. Éventuellement, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Soit ils se reconnectent, on leur transmet, soit on leur transmettra ultérieurement. Ils se feront certainement une joie de vous répondre. Voilà. Alors, je vais attendre encore une petite minute. Ouais, je crois que décidément, nous n'aurons pas l'occasion de dire au revoir à Henri Galeron et Brigitte Morel. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence. Nous avons passé un moment passionnant à écouter Henri Galeron nous raconter sa vie et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en présentiel au salon. Bonne fin de journée.